Il y a des histoires qui commencent par un geste presque imperceptible, un pli sur une manche, la façon dont une brune épouse la lumière d'un balcon, le froissement du papier sous des doigts prudents. Celle-ci commence par un silence. Le silence de la chambre avant le réveil, le silence d'un salon aux murs trop blancs, le silence qu'un petit objet peut rompre quand il est posé à la vue de tous. Si vous aimez les récits qui montrent comment la dignité humaine triomphe des faux-semblants, restez jusqu'à la fin et abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes. Activez la cloche pour recevoir les prochains récits et partagez si celui-ci vous touche. Il pourrait encourager quelqu'un près de vous. Enrique Almeida avait l'habitude de petites expériences. Pas des théories abstraites ni des calculs savants, mais des mesures pratiques de la confiance. Un mouchoir non ramassé chez un vendeur, une plante laissée à l'abandon sur un balcon, un portefeuille oublié sur une banquette. Il observait sans juger hâtivement, convaincu que le comportement terrasse plus de discours. Ce matin-là, il mit un billet bien visible sur la commode de la chambre d'une grande maison qu'il possédait. La commode était ancienne, vernie, le bois épais, encore marqué par des veines noires. Elle appartenait à la mémoire du lieu, comme une pièce d'un mobilier qui avait connu des générations. Le billet, lui, était neuf, posé à la lisière d'un châle de soie. Un test discret, presque cruel, mais teinté de curiosité plus que de malveillance. Julia Santos l'ignora d'abord. Elle avait passé la nuit à plier des draps, à replacer des coussins, à vérifier la table basse. Ses gestes avaient la cadence d'une prière silencieuse. Elle n'était pas simple servante d'une maison. Elle se considérait gardienne des habitudes, des petites choses qui faisaient tenir un foyer. Elle comptait les billets rendus dans la boutique du coin, rangeait les tasses cassées pour empêcher que quelqu'un se blesse, remettait en ordre un portefeuille tombé dans une poche oubliée de la veste du maître. Sa dignité ne criait pas, elle se lisait dans la rectitude de ses mains, dans la manière dont elle pliait un drap sans laisser un pli de traverse. Enrique, depuis l'embrasure de la porte, observa. Il aimait surprendre le quotidien, il aimait comprendre ce que la routine révélait. La maison respirait un parfum de café ancien mêlé à des notes de peinture fraîche. Le parquet grinça légèrement lorsque Julia s'approcha de la commode. Elle posa la main sur le tiroir, frôla le bois, sentit la petite dénivellation, ajusta le linge et, sans regarder le billet, prit un chiffon et dépoussiéra la surface comme si rien ne défiait son regard. Elle n'ouvrit pas le tiroir, elle rangea, elle arrangea. Elle repartit vers la cuisine avec la même lenteur mesurée qu'ont ceux qui savent que la vitesse ne rattrape pas l'ordre. Enrique sentit d'abord une pointe d'étonnement, puis une déchirure d'admiration. Il n'y eut aucune mise en scène théâtrale, aucun feu d'artifice moral, simplement ce mouvement, l'inattention du monde et la dignité du geste. Il descendit l'escalier à reculons sans faire de bruit. Depuis le palier, il regarda la commode. Le billet y était toujours, intact, mais le désordre avait été corrigé. Il sut quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Ces petits tests mesuraient l'absence d'artifice, non la facilité d'une vertu supposée. Julia ne pria pas à haute voix. Elle laissait la gratitude comme une petite flamèche sur ses lèvres. Quand personne ne regardait, elle murmurait « Merci Seigneur pour le travail de mes mains ». C'étaient des prières courtes, privées, plus proches d'un geste de stabilité intérieure que d'une pétition. Elle nommait sa foi sans l'exposer. Le hasard, ou peut-être une stratégie plus fine, fit que Henrique eut l'occasion de la rencontrer officiellement. L'entreprise familiale, un groupe qui organisait événements et services haut de gamme, cherchait une personne pour superviser la logistique des petites réceptions. Quelqu'un devait comprendre l'invisible. Qui prend soin du verre qui tremble sur la table? Qui essuie la coulure discrète? Qui replace la serviette sans en faire un spectacle? Henrique proposa à Julia un entretien informel. Elle vint en sari sobre et chemisier propre, portant dans sa poche le chiffon qui sentait encore la cire du meuble. Ils parlèrent peu des diplômes, ils parlèrent plutôt des gestes. Elle expliqua comment, autrefois, elle avait appris à repasser pour que la veste d'un employé ne plisse pas la dignité de sa journée. Comment elle avait appris à écouter les silences des clients pour anticiper un besoin non exprimé. Henrique écouta, intrigué. Fernanda entra ensuite dans l'histoire comme une ombre très claire. Ex-épouse de Henrique et habituée des salons où l'on tissait l'opinion, elle avait le talent d'habiller la médisance d'un sourire parfait.
Sa jalousie ne se manifestait pas par des effusions, mais par des insinuations calibrées, par des regards qui laissaient une empreinte chaude et sèche à la fois. Elle ne supportait pas que quelqu'un sans antécédent social entre dans un cercle et y prenne une place d'honnêteté reconnue. Pour Fernanda, la position se méritait par la conformité et l'allégeance au vernis social. Un nom, une adresse, une attitude nourrie au bon fil d'or. Voir Henrique regarder autrement, avec curiosité puis avec respect, réveilla quelque chose de peu aimable. La maison devint le lieu d'une bataille qui ne disait pas son nom. Fernanda plantait des phrases comme on plante des aiguilles. « Tu sais, il est facile d'être généreux quand on a du temps libre pour observer les gens. » Ou « Certaines personnes ont des gestes, d'autres ont des racines. Il ne faut pas confondre les deux. » Ce n'était jamais directement cruel, mais toujours calibré pour semer le doute chez les invités. Elle choisit un salon d'amis, un cercle où l'on parlait d'opportunités et de profils, et peu à peu suggéra que l'embauche de Giulia n'était peut-être qu'une faiblesse de jugement de la part d'Henrique. Henrique, sensible au prestige, sentit la pression. Mais sa décision initiale n'était pas l'acte d'un homme qui cède à l'évidence sociale. Il proposa à Giulia de commencer à aider ponctuellement l'équipe de logistique, sans titre, afin de voir ses compétences en situation. Pas un test moral cette fois, mais un test professionnel. Elle accepta. Les premiers jours furent une succession d'apprentissages pour elle aussi. Horaires différents, termes techniques, l'usage précis d'un planning sur lequel on ne rigolait pas. Elle fit des erreurs, oui. La première fois qu'elle oublia de noter une demande particulière, un vin fut servi tiède et une plainte arriva. Elle prit la critique comme on prend une leçon, sans dramatisation, avec application. On voyait ses mains travailler, se corriger. On voyait sa détermination, non pas pour prouver quelque chose au monde, mais pour honorer le travail qui lui était confié. Les symboles s'installèrent doucement dans le récit. La commode resta la commode, un lieu de test et de mémoire. L'escalier, avec ses marches polies par des milliers de pas, devint la métaphore de la progression. Chaque montée symbolisait un lendemain plus chargé d'obligations, mais aussi plus riche de reconnaissance. Le verre, qu'un invité renversait parfois, évoquait la fragilité sociale. La manière de le réparer, de le remplacer sans excuse excessive, témoignait de soucis du détail. Le travail parla par des chiffres. En 6 mois, les statistiques de la petite division dont Henrique s'était chargé montraient des résultats tangibles. Productivité mesurée en temps de préparation et déroulement, réduction des incidents mineurs, une amélioration de la satisfaction client qui apparaissait dans les retours. Certains chiffres furent chuchotés dans les couloirs de l'entreprise. Plus 40% d'efficacité sur certains services, moins 15% de coûts liés aux erreurs logistiques, 3 contrats renouvelés pour des événements de grande envergure grâce à la fiabilité nouvelle. Ces chiffres ne tombèrent pas du ciel, ils furent l'écho d'heures de travail d'une équipe où Giulia tenait désormais une place clé, non pas par privilège, mais par compétence. La presse, toujours à l'affût d'histoires croustillantes, finit par s'intéresser. Un journaliste, séduit par l'idée d'un compte social, la domestique devenue coordinatrice, approcha la maison. Fernanda souffla discrètement l'idée qu'on pourrait faire de l'embauche une faute stratégique, qu'on pourrait enquêter sur les antécédents et semer le doute. Le journaliste, à défaut d'un scoop juteux, choisit l'angle le plus simple, la curiosité sociale. Il écrivit un article dont les sous-entendus furent plus destructeurs que les faits. On laissa courir l'idée d'un favoritisme, on employa des termes qui piquent plus qu'ils expliquent. Les réseaux sociaux, sans surprise, amplifièrent l'écho. Giulia reçut la nouvelle comme on reçoit un coup de vent froid. D'abord la surprise, puis la morsure, puis l'effort calme pour ne pas laisser la blessure exposée au regard des autres. Elle sut que la dignité ne se défend pas par le tumulte, elle sut aussi que la vérité, si elle est étayée, se défend par des preuves et du travail. Elle pensa à la commode et murmura, seule dans la réserve où elle rangeait les nappes, « Seigneur, donne-moi la patience pour répondre par l'effort et l'humilité pour accepter les erreurs. » Ce furent des mots simples, presque mécaniques, comme un rituel pour ordonner l'intérieur. Henrique sentit que l'image de son geste initial, poser un billet sur la commode, tournait contre lui. Il prit alors une décision concrète. Il n'allait pas répondre par des invectives ou par des démentis formels. Il allait laisser le travail parler et organiser lui-même une réunion publique où il exposerait les chiffres, les méthodes et où il inviterait clients et collègues à témoigner. Ce fut un geste à la fois de courage et de règlement. Il plaça la transparence au-dessus des rumeurs. La soirée de la fête arriva et avec elle le sommet de la tension.
Fernanda choisit l'instant et la disposition des invités pour maximiser l'impact de ses insinuations. Le salon était éclairé par des lampes douces, les verres étincelaient comme des petites lunes et le murmure des conversations formait un tissu sonore dense. Elle lança une pique, subtile mais acérée, sur l'embauche de cette femme et le privilège supposé de Henrique. Les invités, certains curieux, certains plus enclins au spectacle, se tournèrent vers la scène. Julia était présente. Elle tenait un plateau, ses gestes fermes et discrets, apportant des coupes, équilibrant la porcelaine, essuyant une trace de confiture sur le bord d'une assiette avec la même constance qu'on replaçait une étoffe sur un corsage. Elle sentit l'atmosphère se tendre comme une corde prête à vibrer. Fernanda, observant la réaction, poussa plus loin. Elle évoqua le billet sur la commode comme s'il s'agissait d'une mise en scène, insinuant que Henrique aimait se divertir aux dépens de la dignité d'autrui. Les rires polis couvrirent à peine la remarque. Ce fut alors que Henrique fit quelque chose d'impensé pour certains et d'essentiel pour d'autres. Il s'avança, offrit la parole à ceux qui travaillaient avec eux, décrivit sans phare les résultats chiffrés. Il cita l'amélioration des délais, la diminution des coûts, le témoignage de clients qui venaient renouveler et recommander. Puis, lentement, il raconta l'histoire du billet sur la commode, non pour humilier qui que ce soit, mais pour montrer qu'il avait appris par observation et que sa décision d'intégrer Julia avait été mûrement réfléchie. Il nomma les erreurs, reconnut les soucis antérieurs de l'équipe, mais exposa la trajectoire. Une femme qui avait accepté de se former, qui avait persévéré et qui, par son travail, avait changé la donne. Fernanda sentit la vapeur retomber. Son visage conserva la correction, mais son pouvoir de nuisance se dilua face à la clarté des faits. Certaines personnes applaudirent doucement les chiffres, d'autres se levèrent pour témoigner de leur confiance retrouvée. Un client, présent ce soir-là, dit en regardant Julia « Elle est responsable, fiable et c'est rare ». Ce furent des paroles simples, mais elles eurent la force d'un baume. La fin de la soirée marqua un pivot. Fernanda, isolée dans une supériorité qui n'était plus reconnue, regagna ses territoires sociaux, moins sûrs qu'avant. Le journaliste, qui avait flairé l'histoire, sentit que le récit avait basculé. Il ne restait qu'à écrire avec honnêteté. Il revint avec des faits, des chiffres, des témoignages. Il rectifia la trajectoire de son propre article, non par repentir spectaculaire, mais par un ajustement professionnel qui, à défaut de réparer tout, rétablit l'équilibre. La suite fut une progression douce et travaillée. Henrique proposa à Julia une position formelle, coordinatrice logistique junior, avec un plan de formation et des perspectives claires. Elle accepta, non par gratitude servile, mais parce que c'était le chemin logique de son engagement. Les premiers mois furent intenses. Elle suivit des formations, apprit à lire des plannings complexes, à négocier avec des fournisseurs, à anticiper les imprévus. Elle fit des erreurs, toujours, mais elle sut rendre compte, corriger et transformer l'échec en apprentissage. Son équipe, d'abord sceptique, vit ses résultats et changea de regard. Les chiffres parlèrent encore. Contrats renouvelés, recommandations accrues, un pourcentage de satisfaction client grimpant régulièrement. Ce n'était pas de la chance, c'était le fruit d'un soin continu. Henrique, qui avait commencé par mesurer la vertu dans l'isolement d'un geste privé, s'abandonna à une transformation plus profonde. Il cessa de voir la bonté comme un spectacle et commença à la reconnaître comme une compétence à cultiver. Il devint un mentor discret, demandant à apprendre de ses erreurs et à écouter davantage. Julia monta progressivement dans l'échelle que l'on avait d'abord cru fermée pour elle. La promotion arriva après un projet particulièrement exigeant, une série d'événements caritatifs où la coordination devait être impeccable malgré des contraintes budgétaires. Sous sa supervision, l'équipe réduisit les temps morts, optimisa la gestion des stocks et signa un contrat majeur pour l'année suivante. Les résultats furent chiffrés et attestés. Plus 40% d'efficacité sur ce segment, moins 15% sur les coûts logistiques, 3 nouveaux clients qui reconnurent la qualité du service et voulurent le renouveler. La reconnaissance n'effaça pas la mémoire de ce qui avait été subi. Il y eut des moments de doute, quelques nuits où la fatigue tirait sur la chair, des remarques qui piquaient encore quand elles revenaient en écho. Mais la dignité, consolidée par le travail, par la constance et par le soutien de collègues et de clients, tissa un autre vêtement pour elle, plus solide, plus chaud.
À l'issue de ces mois, Henrique invita Julia à prendre la parole lors d'une petite conférence interne, non pour la vanter, mais pour qu'elle raconte sa méthode, ses échecs, ce qu'elle avait appris. Elle parla avec la simplicité qui la caractérisait, ses mains illustrant des gestes. Elle parla de l'attention aux petites choses, de l'importance de la transparence, de la manière dont on peut réparer une erreur sans la transformer en spectacle. L'épilogue de cette histoire n'est pas un triomphe spectaculaire, mais une transformation durable. Julia devint responsable de la coordination, puis directrice adjointe. Elle donna des petites formations, aida d'autres employés à se structurer. Henrique, de son côté, apprit à voir au-delà des apparences. Il fit de la formation une politique d'entreprise, convaincu qu'investir dans la compétence était plus sage que se fier à l'image seule. Fernanda, quant à elle, vit son influence diminuer dans certains cercles. Elle choisit d'autres combats, moins centrés sur l'embellissement social, peut-être amenée à reconsidérer ce qui nourrit vraiment la reconnaissance. Dans une grande salle où l'on inaugurait une nouvelle division, Henrique prit la parole pour un instant bref et sobre. Il parla de chiffres, de défis, mais surtout il nomma la constance de ceux qui travaillent dans l'ombre. Il évoqua la commode, non plus comme un test, mais comme un rappel. Que le vrai crédit appartient souvent à ceux dont la présence rassure l'ordre du monde. Le public, nombreux, applaudit. Julia, au premier rang, sentit la chaleur d'une reconnaissance qui venait de loin. Elle n'était plus simplement la femme qui avait prié dans un coin, elle était une professionnelle reconnue. Quand le rideau tomba sur cette phase, elle resta un moment seule dans la salle. Elle posa la main sur l'un des fauteuils, sentit le tissu, l'odeur de la salle, la poussière fine de l'événement. Elle pensa aux nuits où l'on dormait peu, aux repas avalés debout, aux erreurs qui avaient piqué et appris. Elle dit, à voix basse, « Merci Seigneur, pour la force de tenir. Merci pour ceux qui ont vu au-delà. » C'étaient des mots simples, encore une fois, qui n'exigeaient ni miracle ni reconnaissance publique, mais qui posaient un horizon de paix intérieure. La dernière image est celle d'un escalier. On la voit monter, pas précipitamment, mais assurée, comme chaque marche gravie fut le résultat d'un effort et d'un engagement. Les curieux diront que c'est une histoire de bonté, d'autres diront que c'est une histoire de mérite. Peut-être vaut-il mieux la lire comme une leçon sur la dignité, que l'honnêteté et le travail, réels et constants, finissent par transformer des regards et des carrières. Le monde garde ses pièges, les rumeurs claquent encore parfois comme des pierres, mais la vérité, soutenue par l'effort et des preuves, finit par rétablir l'ordre. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'ici. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où l'intégrité et le travail transforment des vies. Laissez un like si vous avez ressenti de l'espoir en lisant et partagez ce texte avec une personne qui a besoin d'un rappel que la dignité compte. Elle descendit finalement l'escalier, non pas pour quitter l'édifice, mais pour retrouver l'autre étage de sa vie, celui où les dossiers ne portent pas seulement des chiffres, mais des visages. La soirée avait vidé la salle des invités. Les lumières tamisées laissaient sur les murs l'empreinte d'une journée bien remplie. Julia passa la main sur la rambarde, sentit le froid du métal rassurer sa paume, et pensa à ces petites habitudes qui, ajoutées les unes aux autres, finissent par définir une personne. Le lendemain matin, le bureau respirait encore l'effort collectif. Des tasses vides, des carnets ouverts, une nappe d'encre et de surligneurs témoignaient des heures tardives. Elle salua Henrique d'un signe de tête. Il avait l'air marqué, mais apaisé. Ces mots, simples, dirent plus que l'annonce d'une réunion. « Nous ouvrons la division demain. Je veux que ce soit nous qui montrions comment ça se fait. » Il y avait dans sa voix l'écho d'une promesse tenue. Julia passa la journée à peaufiner des routines. Sa direction adjointe ne signifiait pas un fauteuil aux accoudoirs plus confortables. Elle devait faire exister, en actes, ce qu'elle avait appris dans l'adversité. Transparence, procédure capable d'éviter l'escalade des petites erreurs et une attention particulière aux personnes qui, par timidité ou peur, ne disaient rien. Elle organisa des ateliers modestes, invitant chacun à venir raconter un échec professionnel, la manière dont il avait été résolu et ce qui en avait été retenu. Les séances n'étaient pas des confessions publiques. Elles devinrent, peu à peu, des lieux où la prudence se transformait en apprentissage partagé. Fernanda suivit à distance. La nouvelle orientation qu'elle avait choisie, se détacher des cercles où l'apparence gouvernait l'échange, la porta vers des initiatives civiques et vers un réseau différent.
On disait qu'elle donnait des cours de communication. D'autres murmuraient qu'elle préparait un projet culturel. Il y avait, dans ce déplacement, une forme d'humilité nouvelle. Moins de paillettes, plus de questions. Cela ne la rendit pas moins redoutable, mais son champ de bataille avait changé. Un matin d'hiver, alors que la ville était encore enveloppée d'un voile gris, un courrier arriva. Ce n'était pas une lettre habituellement destinée à la direction, c'était une plainte formelle d'un fournisseur, signalant des pratiques de facturation qui, selon lui, masquaient des marges inhabituelles dans certaines lignes de produits. Le document, sec et poli, demandait une vérification détaillée. Henrique le posa devant Julia, sans commentaire. Le regard qu'elle posa sur les chiffres fut celui d'une femme qui avait appris à lire entre les lignes. L'équipe d'audit interne fut mobilisée. Les premiers rapports pointaient des irrégularités mineures liées au processus d'intégration des nouveaux sous-traitants. Rien d'explosif, pourtant la moindre faille risquait, si elle était maltraitée, de redonner du crédit aux rumeurs anciennes, celles que Julia s'était efforcée de mettre derrière elle. Elle ressentit la fatigue revenir, cet écho familier de nuits longues et de jours d'alerte. Mais la fatigue n'était plus la même. Elle avait désormais l'habitude du travail méthodique et une confiance en la force des procédures qu'elle avait contribué à établir. On lui proposa une solution simple, attrayante sur le papier. Dissimuler l'erreur sous un ajustement comptable discret, faire une note de service pour rectifier le tir et clore le dossier rapidement, sans bruit. Certains conseillers la regardèrent avec la même indulgence que jadis. « C'est pour le bien de la société », dirent-ils. « On préserve la réputation et personne n'est vraiment perdant. » Julia prit un instant. Elle revit la commode, le regard de ceux qui, jadis, cherchaient d'abord la forme avant la substance. Elle se souvint des nuits où elle s'était demandé si l'on ne gagnerait quelque chose à tromper la visibilité d'un problème. Elle pensa aussi aux fournisseurs, aux ouvriers sur la chaîne, aux équipes dont le nom ne figurait jamais dans les discours officiels. « Transparence », se dit-elle intérieurement, « n'est pas un luxe, c'est une condition d'équité. » Elle choisit de refuser la voie commode. Sa décision fut annoncée sans triomphalisme. Enquête complète, communication claire aux acteurs concernés, ajustement public des comptes si nécessaire et engagement à revoir les clauses d'intégration des partenaires. L'annonce provoqua des murmures, quelques regards froids, une incompréhension polie. Mais elle sut que la direction qu'elle prenait était la même que celle qui, quelques mois plus tôt, avait reconstruit sa réputation. On n'enterre pas une erreur, on la corrige pour que d'autres ne la reproduisent pas. Les conséquences ne furent pas immédiates. Un fournisseur, touché par la transparence exigée, menaça de rompre un contrat. Une revue spécialisée posa des questions ambitieuses. Certains actionnaires demandèrent des entretiens. Henrique la soutint en silence, présent au bon moment, prête à exposer une vision de long terme. Fernanda, de son côté, prit contact et envoya un courriel qui, sans être parfaitement amical, laissait entrevoir une forme de respect professionnel renouvelé. Le vrai test survint lorsque l'affaire fut rendue publique, non pas comme un scandale, mais comme un cas d'étude sur la responsabilité. La presse souligna la démarche de vérification et nota la possibilité d'un manquement empêché par une réaction responsable. L'entreprise perdit quelques contrats de façon temporaire, mais gagna aux yeux d'un plus large public une réputation moins fragile, celle d'une entité capable d'admettre sa faiblesse et de la corriger. La leçon fut dure, mais juste. Pendant ces mois, la vie personnelle de Julia continua sa marche discrète. Sa mère téléphonait parfois, préoccupée par la fatigue de sa fille. Son frère lui envoyait des messages pleins d'une familiarité tendre. Il y avait, dans ses voix, la paix stable d'un amour ordinaire. Un samedi, elle retrouva la vieille commode dans la maison familiale. Elle avait été emportée, remise à neuf et placée dans le hall comme un objet qui raconte une histoire. Elle posa la main sur l'un des tiroirs, sourit et pensa que les choses, parfois, trouvent un sens qu'on n'avait pas prévu au départ. Les petites victoires s'assemblèrent en une bannière discrète. Des équipes reclassement furent créées, des formations devinrent obligatoires et l'entreprise mit en place un programme de mentorat dont Julia fut, modestement, la figure la plus visible. Les employés se mirent à parler d'un climat nouveau, pas plus de perfection, mais plus d'honnêteté. Les erreurs restaient possibles, mais on savait désormais comment les régler sans stigmatiser. Un soir, alors que la neige commençait à saupoudrer la ville, Henrique convoqua une réunion informelle. Il ne s'agissait pas d'un discours de direction, il voulait entendre. Chacun raconta un moment où il avait failli lâcher, où il avait choisi de rester. Ces récits étaient simples. Une collègue qui avait défendu un client malgré une directive contraire. Un technicien qui avait corrigé une machine au lieu de la cacher.
Un stagiaire qui avait révélé une incohérence dans un rapport. À la fin, Henrique prit la parole et dit « Nous avons beaucoup gagné, mais nous devons continuer à cultiver ce que nous sommes. La dignité ne s'installe pas toute seule. » Il y eut des applaudissements, chaleureux, peu ostentatoires. La reconnaissance publique se mêla à une reconnaissance plus intime. Certaines personnes, naguère effacées, prirent la parole pour remercier celles et ceux qui avaient permis leur avancement. Julia reçut des lettres anonymes et des tasses remplies de mots sincères. Elle garda ces lettres dans un tiroir, comme on conserve des pierres ramassées au bord d'un chemin. Humble, elle témoignait du déplacement de regard que son travail avait provoqué. Les mois passèrent, et une nouvelle proposition se dessina. Une collaboration avec une petite ONG locale pour aider à structurer les processus logistiques d'un centre communautaire. Ce n'était pas une opportunité lucrative, c'était une continuité de sens. Julia sentit l'attrait immédiat. On lui offrait la chance d'exporter, à petite échelle, ce qu'elle avait appris. Qu'un protocole juste, une écoute attentive et une volonté de réparer deviennent des leviers de dignité. Elle accepta. Les premières visites au centre furent déroutantes par leur simplicité. Des bénévoles fatigués, une salle encombrée, des listes mal tenues. Mais là aussi, la patience et la méthode firent leur œuvre. Elle travailla en binôme avec des habitants, conçut des fiches accessibles, organisa des sessions où l'on échangeait volontiers sur les erreurs du passé. Le résultat ne fut pas spectaculaire, mais les étagères furent mieux rangées et des personnes âgées se sentirent écoutées. Ces petites transformations, répétées, tissent parfois des changements plus vastes. Un matin de printemps, alors que les bourgeons pointaient aux fenêtres, Henrique la convia à présenter ce travail devant un groupe de dirigeants d'autres entreprises. Elle hésita. Parler devant des pairs lui rappelait ses soirées d'antan où la mise en scène primait. Mais ce fut là, précisément, l'occasion de dire ce qu'elle avait à dire. Non pas des recettes miracles, mais des principes simples. Elle entra dans la salle, sentit le murmure des chaises et commença à parler en gardant la poésie discrète de son expérience. Nous ne cherchons pas la perfection, seulement la chance d'apprendre et la force de réparer. Elle accepta. Les premières visites au centre furent déroutantes par leur simplicité. Des bénévoles fatigués, une salle encombrée, des listes mal tenues. Mais là aussi, la patience et la méthode firent leur œuvre. Elle travailla en binôme avec des habitants, conçut des fiches accessibles, organisa des sessions où l'on échangeait volontiers sur les erreurs du passé. Le résultat ne fut pas spectaculaire, mais les étagères furent mieux rangées et des personnes âgées se sentirent écoutées. Ces petites transformations, répétées, tissent parfois des changements plus vastes. Un matin de printemps, alors que les bourgeons pointaient aux fenêtres, Henrique la convia à présenter ce travail devant un groupe de dirigeants d'autres entreprises. Elle hésita. Parler devant des pairs lui rappelait ses soirées d'antan où la mise en scène primait. Mais ce fut là, précisément, l'occasion de dire ce qu'elle avait à dire. Non pas des recettes miracles, mais des principes simples. Elle entra dans la salle, sentit le murmure des chaises et commença à parler en gardant la poésie discrète de son expérience. Nous ne cherchons pas la perfection, seulement la chance d'apprendre et la force de réparer. Ces mots trouvèrent leur public. Elle ne fit pas d'éclat. Elle décrivit des routines, des dispositifs concrets, des histoires minuscules ayant changé la marche des choses. À la sortie, plusieurs dirigeants vinrent lui serrer la main. Certains promettaient des essais pilotes, d'autres un partage de bonnes pratiques. L'effet d'onde qu'elle déclenchait n'était ni instantané, ni total, mais il était réel. C'était un mouvement lent, fait d'adhésions successives, non d'un effet de mode. Sur le chemin du retour, elle marcha seule un instant, la ville bruissante autour d'elle. Elle pensa à la commode, aux nuits de doute, aux collègues qui avaient tenu bon, au courage discret de ceux qui acceptaient de nommer une erreur pour la réparer. Elle sut que le travail n'était pas achevé, que d'autres défis surgiraient. Mais il y avait, désormais, une constance, l'assurance qu'on peut choisir la transparence et que ce choix, répété, finit par changer les choses. Elle poussa la porte de son appartement, alluma la lumière et entendit, au loin, la rumeur d'un monde qui continue d'avancer. Elle posa ses dossiers sur la table et prit un moment pour laisser entrer la fatigue, non pas une plainte, mais comme un signe de l'effort accompli. Elle murmura, comme elle le faisait parfois, « Merci pour la force de tenir ». Puis, sans hâte, elle ouvrit un carnet et commença à écrire la liste des choses à faire demain. Il y avait, au bas de la page, une seule phrase. « Continuer ». Un mot simple, mais porteur d'avenir. La nouvelle division ouvrait dans une semaine. Les invitations avaient été envoyées, les équipes étaient prêtes. Julia passa la soirée à relire ses notes, à répéter mentalement son discours d'ouverture.
Pas de grandiloquence, seulement la vérité de ce qu'ils avaient bâti. Elle se leva, alla vers la fenêtre, regarda la ville scintiller et sentit, pour la première fois depuis longtemps, que l'ordre et la dignité pouvaient cheminer ensemble, pas à pas. Le lendemain, au petit matin, elle prit un café, enfila son manteau et se dirigea vers le siège. Les couloirs lui semblaient plus familiers, empreints d'un calme studieux. À l'entrée, une réceptionniste lui glissa un sourire complice. Julia répondit par un bref hochement de tête et pensa « Il faut parfois peu pour que la confiance repousse ». La salle de lancement était prête. Des collègues prirent place, des partenaires étaient attendus. Henrique, à ses côtés, déposa sur la table un dossier qui, par son épaisseur, disait l'importance du moment. Il y eut un instant de silence avant que la porte ne s'ouvre. Julia se redressa, prit une profonde inspiration et comprit qu'au-delà des récompenses et des reconnaissances, la vraie tâche restait de faire vivre la culture qu'ils avaient choisie. Elle croisa le regard de ceux qui attendaient et, sans pompe, commença à parler. « Continuez.